Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Malou Monroe. Je suis contente de vous retrouver sur cette 3e saison de Pédagogie. Aujourd'hui, on va parler du féminisme, de la déconstruction et des relations de couple. On a beaucoup parlé de ces thèmes-là dans plusieurs épisodes à droite, à gauche, mais on n'a pas rassemblé tous ces termes-là dans un cadre concret qui est la relation hétérosexuelle en couple, ou pas forcément en couple, mais dans l'intimité, dans les relations amoureuses, des personnes qui sont féministes, des femmes féministes, qui ont une attirance vers les hommes hétérosexuels cisgenres, mais qui n'ont pas forcément, eux, en face, les codes de la déconstruction. Ce qu'on attend de nous, ou ce qu'on commence à comprendre, qu'on veut, en fait, dans les relations. Et ça peut créer, du coup, des gros décalages, ça peut créer un mal-être aussi, beaucoup de remises en question. Et on ne sait pas trop où se positionner dans cette jungle. D'ailleurs, on sait parfois, nous-mêmes, pas vraiment ce que c'est la déconstruction. Donc, on va en parler aujourd'hui avec Stéphanie, ici présente. Salut Malou. Ça va ? Super bien. J'ai l'impression d'être la dernière des hétéros sur Terre, comme tu m'as présenté. C'est pas facile d'être hétéro et féministe en 2024. C'est hyper compliqué. Mais on va en parler parce que toi, t'as quand même un grand parcours, on va dire. C'est une manière hyper polie de dire que je suis une personne âgée. Mais n'hésite pas à m'insulter dès le début. Non. Je trouve qu'on part sur une bonne base, Malou. Ouais, je suis désolée. Si vous voulez, on la refait tout de suite. Pardon, j'assume. Mais c'est vrai que là, en 2024, comme on a de plus en plus, depuis quelques années, on a de plus en plus d'outils, on a de plus en plus de communication vis-à-vis du féminisme. On commence à mettre des lunettes un peu plus HD, tu vois. On dit putain, mais en fait, il y a plein de choses qu'on a acceptées pendant des années et qu'en fait, on veut plus. Toi, t'en parles déjà parce que t'es journaliste. Tu peux nous dire un petit peu ton parcours rapidement? Je suis journaliste, je fais beaucoup de radio, mais j'écris aussi un peu, notamment pour un média qui s'appelle Simone Média. Qui est engagé, c'est un média hyper engagé aussi. C'est un média engagé, oui, qui traite de tous les sujets de société, mais justement du prisme féministe, et qui vient questionner tout un tas de sujets sociétaux qui nous concernent, nous les femmes. Après, par essence, je pense que lorsqu'on est une femme, on est féministe. Il n'y a pas de femmes qui ne sont pas féministes. Il y a certaines femmes qui ont peur de ce terme-là, ou qui sont effrayées par l'idée de revendiquer certaines choses. Mais par définition, je pense qu'être une femme, ça veut dire être féministe, tout simplement vouloir être respectée dans une société égalitaire. C'est quoi, à ton avis, le cliché du féminisme qu'elle redoute ? Je pense que c'est très générationnel. Les femmes qui ont du mal avec ce mot-là, c'est souvent des femmes qui sont issues de la génération des années 70 et avant, parce que le féminisme, dans la société patriarcale telle qu'elle était avant, la féministe était vue comme une hystérique avec des poils sous les bras qui se mettait à hurler nue dans une église. Ce qui peut être une manière de protester, mais le féminisme passe par beaucoup d'autres choses. Bah oui. Et je pense qu'on l'est toutes. Après, savoir l'affirmer, le dire et se positionner en tant que tel, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est plus facile de se revendiquer. C'est beaucoup plus simple. Parfois même, c'est devenu un argument marketing. Depuis MeToo, je dirais même. C'est encore plus simple. Devenu MeToo, oui, depuis MeToo, en effet, c'est un gros marqueur dans le cheminement dans la société. Mais je trouve qu'aussi aujourd'hui, être féministe, parfois, c'est mal utilisé aussi. C'est revendiqué, ça devient parfois même des arguments marketing dans la pub. Complètement. Et alors qu'en fait, on va dire c'est féministe, alors qu'on va mettre une jolie femme nue pour vendre quelque chose. Ouais, après c'est très très complexe parce que si elle décide elle-même de se mettre nue pour vendre le produit, enfin tu vois, c'est tellement... Oui, c'est complexe. Mais je comprends, mais bon, ça c'est un autre sujet. C'est un autre débat, pardon. C'est toi qui me recadre en plus, ça c'est bien. Mais toi, du coup, là on dit qu'aujourd'hui c'est plus simple, mais toi au début, quand t'as commencé à avoir des relations intimes, amoureuses, tu t'es mise un petit peu dans le bain du dating, est-ce que toi tu te conscientisais en tant que féministe? Comment tu te positionnais? Déjà, si on prend je sais pas ce que tu entends par début de parcours. Est-ce que le début d'un parcours amoureux, c'est un premier bisou? Est-ce que c'est la première fois qu'on a des sentiments, qu'on ressent une attirance pour un homme? Enfin, je pense que ça se joue là. Par exemple, ouais. Ça se joue, je pense, dès l'enfance. Moi, je viens du pays, du royaume du patriarcat. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille, mon père est un archétype, stéréotype de la majorité des hommes de sa génération, à savoir le mari tout-puissant, le père... le pater familias. Exactement. Donc, moi, mon modèle masculin et de rapport
amoureux de couple, c'est ça. Quand je dis ça, c'est pas de mon père dont je parle, mais c'est de ce schéma-là. Oui, et t'as vu ta mère accepter ça, et pour toi, une construction de couple, continuer était comme aussi aujourd'hui. Tenter aussi, je vois, j'avance trop vite, parce qu'on y viendra plus tard sur ce que mon engagement fait naître dans le questionnement chez ma mère. Mais pour revenir sur ta question, j'ai, comme beaucoup de femmes, et encore une fois, je pense que c'est de ma génération, commencé mon parcours amoureux par aimer le bad boy. C'est un terme un peu marketing cool pour dire le mec pas sympa. Ou pas sain. Que tu veux conquérir et qui ne te donne pas forcément l'attention que tu souhaites ou que tu mérites. Et moi, je pense vraiment que ce schéma-là, il a été ancré très tôt, très jeune dans mon parcours amoureux. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas eu de relation saine avec certains hommes dans mon parcours. Mais j'ai eu des relations pas saines pour ces raisons-là, je pense. Et mon premier amoureux, c'était mignon, c'était un bisou. Mais par exemple, ma première grande histoire d'amour, elle a duré 5 ans. J'avais 20 ans quand je l'ai rencontré. Et ça a été dramatique. Il rentrait dans un truc un petit peu bad boy ou complètement. Tu devais te battre pour avoir l'attention. Les clichés, alors vraiment tous les clichés, un boulevard du cliché, footballeur. Premier amour, hein. Premier grand amour, premier donc vraiment mec intense, passionnel et tout. Intense, passionnel, premier mec avec qui j'ai vécu. Et lui, par exemple, ça a démarré sur le ton de l'humour, de la légèreté, mais malgré tout, dès le début, il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui des red flags que je n'ai absolument pas vu ou que j'ai ignoré. C'était limite ça qui inconsciemment t'excitait et te faisait tomber amoureuse. Mais c'était quoi, par exemple, tu pourrais les citer? Le mec qui répondait pas aux messages, qui décidait de quand il m'appelait, de quand il apparaissait, qui était jaloux mais infidèle. Enfin rien ne va. Wow. Jusqu'au après, pardon, parce que tu te rendais compte qu'il était infidèle, Alors au début, non, c'était pas officiel, mais c'était un mec qui plaisait aux filles. Un mec qui disparaissait pendant des 24 heures ou 48 heures parce qu'il avait des grosses soirées. Très grosse soirée, 48 heures. Et puis... Toi, tu prenais tout sur toi. Ouais, et puis j'étais folle amoureuse de lui, et j'étais prête à tout pour lui. Et puis je pense que dans ces schémas-là, on est prête à tout pour avoir l'intérêt et conquérir de l'attention. Il y a un statut aussi quand t'as 20 ans, c'est cool d'avoir un mec. Et lorsqu'il était là, et qu'il revenait, et qu'il restait... C'était formidable, tout était génial. Et quand il disparaissait, c'était la fin de ma vie. Donc, au fil du temps dans cette relation, et j'ai oublié de préciser, dans tous les marqueurs toxiques de cette relation, il était extrêmement jaloux. Parce que souvent, ces mecs-là sont très jaloux. Parce que ce qu'ils font, ils ont peur qu'on le fasse nous. Donc, il était jaloux alors qu'il n'avait pas de raison de l'être. Et puis, petit à petit, ça a été lent, mais insidieux. Il a commencé à contrôler... ce que je portais, comment je m'habillais, qui je voyais, mes copines qui étaient bien et celles qui n'étaient pas bien. Et puis à me couper petit à petit des gens autour de moi, de mon cercle, à faire en sorte que je sorte moins. Puis j'ai découvert officiellement qu'il me trompait et il a été violent. Et la violence a fait que j'ai accepté ça. Alors que là, je t'en parle aujourd'hui, j'ai fait du chemin. Mais ça a été un séisme dans ma vie à l'époque parce que je me suis laissée glisser dans ce schéma-là alors que vraiment, je n'avais absolument pas envie d'être une victime à mes yeux et aux yeux des autres et de la société. C'est allé très loin cette histoire. Ça s'est mal terminé. Ce qui m'a donné le courage de le quitter, de partir, de quitter ma ville de Lyon pour venir à Paris, ça a été le moment de bascule où quand je lui ai dit que je voulais le quitter, il m'a séquestré chez moi et il m'a frappé, menacé avec un couteau et confisqué mon téléphone portable. Et j'ai réussi à prendre le téléphone portable quand il est parti prendre une douche, envoyer un texto à une amie en lui disant mon adresse, appelle la police. Les flics sont venus, ils m'ont sauvé. Et il y a eu... je n'ai pas osé porter plainte à l'époque. Bah oui, parce que t'imagines, le gars est prêt à tout, en fait. J'ai pas osé porter plainte, j'ai eu 8 jours d'ITT, il m'a frappé, j'avais le visage tuméfié. Et je regrette de ne pas avoir porté plainte aujourd'hui. Parce que je pense qu'il y aurait eu des vraies suites judiciaires et que c'est grave ce qu'il a fait.
j'aurais, moi, je pense, mis moins de temps à me soigner de cette blessure-là. Le fait est qu'aujourd'hui, elle est pensée, cette plaie. Mais à l'époque, à 25 ans, ça m'a donné l'impulsion pour quitter Lyon. Mon rêve, c'était de faire de la radio, de travailler dans les médias. Je l'ai quitté, j'ai quitté ma ville, je suis partie à Paris. Et je crois que ça m'a donné aussi un booster. Une motivation dans la vie pour me dire, ok, ça va pas se passer comme ça. Hein. Je vais reprendre le dessus, je vais reprendre la main sur ma vie, je vais faire ce que je veux, je vais m'accomplir, je vais ne plus me remettre dans des situations comme celle-ci, dans des relations comme celle-ci. Après, je l'ai refait différemment, mais plus jamais la violence. Le schéma, il se casse pas d'un coup comme ça. Non. C'est sûr. Après, mais il revient moi, insidieusement. j'ai démarré ma vie sentimentale avec sur ça. Ok, donc un mec bien. Alors, je t'avais dit que j'allais mettre l'ambiance. Ah non, je t'avais prévenu. T'inquiète. Enfin, c'est des schémas et des expériences qu'on entend beaucoup. Hein. Là, c'est quand même, on est sur un cas de figure quand même où le mec, il coche tout l'extrême qu'on peut retrouver dans le patriarcat. Oui. Il va contrôler, il va te rabaisser, il va essayer de te museler, il va essayer de contrôler les fréquentations. Il veut pas que tu t'habilles de manière même pas provocante, juste qu'on puisse te regarder, qu'on puisse te voir, qu'on puisse te désirer. Je suppose que dès que tu parlais un petit peu de tes rêves professionnels, il n'y avait pas de sujet. Même moi, je pense que je n'osais pas les affirmer à l'époque. Ça mettait une chape de plomb en plus, inconsciente, sur tes propres rêves et tes valeurs. Donc là, on est sur l'extrême. Alors, on ne dit pas qu'un mec qui n'est pas déconstruit du tout, c'est absolument ça. Mais c'est un exemple totalement extrême de ce qu'on peut retrouver dans le patriarcat. Et je précise aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ça, que les féminismes, les personnes féministes sont forcément des personnes qui ont vécu des relations toxiques, extrêmes et violentes. Il y en a beaucoup, mais le féminisme, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement sérieux et qui ne découle pas que de trauma et de schémas toxiques. C'est aussi un système patriarcal qui est là depuis des siècles. Voilà. Ah oui, évidemment, mais ce système-là fait que... L'assise de ce système-là fait naître des relations pas saines, des rapports qui ne sont pas égalitaires. Tout à fait. Après, évidemment, il y a toute une palette et toute une échelle de gravité dans ces inégalités. Tout à fait. Donc le terreau était totalement fertile et le gars s'est complètement développé là-dedans. Et toi, comment tu t'es rendu compte, du coup, une fois que tu es sortie de cette relation, quel lien t'as fait avec le féminisme ? Parce que tu dis qu'au début, tu ne te sentais pas féministe, forcément à cette période-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à te poser des questions, que tu t'es dit, ok, ça c'est mes limites, ça c'est plus ce que je veux, voilà ce que je veux, et que tu as fait un lien avec le féminisme ? Comment c'est arrivé ? Tu as rencontré des gens ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Après, le féminisme, disons aussi, il faut remettre les choses dans un contexte. C'était une époque où on n'en parlait pas beaucoup. Tu vois, je pense qu'il y a eu un gros mouvement féministe, justement dans les années 70. Les femmes se sont battues pour des droits, le droit de décider de prendre la pilule, de pouvoir se faire avorter, de porter une mini-jupe, d'avoir la propriété de son corps. Et on s'en rend compte aujourd'hui avec l'actualité que c'est toujours quelque chose d'extrêmement fragile. Mais il y a eu un sentiment à une époque que c'était gagné, que c'était conquis et qu'on était tranquille. Avant qu'on attaque le grand chantier dans lequel on est aujourd'hui, de la déconstruction dans les relations, dans les genres, dans la sexualité. À l'époque, on a dit les droits, c'est ok, on est bon. Bon. Là, aujourd'hui, on se rend compte en creusant que sur les droits, c'est ok, à peu près, parce qu'il nous manque quand même les salaires égalitaires. Et c'est ok chez nous, en Europe, mais c'est pas le cas partout dans le monde. Je suis perdu. Mais sur le terrain, dans les relations amoureuses. Mais sur le terrain, dans les relations. Il n'y a pas de loi, il n'y a rien en fait. Non, voilà, et on se rend compte aujourd'hui. Voilà, la déconstruction, qu'est-ce que c'est ? C'est les femmes et les hommes essayer d'avoir des relations égalitaires, de sortir de ce schéma de l'homme qui décide, de la femme qui propose. De la femme qui est douce et attentive et de l'homme qui est fort et qui ne pleure pas. C'est partager tout, en fait, et changer ce schéma. Partager la charge mentale et tout, quoi. Partager la charge mentale dans l'éducation des enfants quand il y a des enfants, dans la gestion du quotidien de la maison. Donc voilà, ça rejaillit sur tous les sujets de l'existence. Je me rappelle plus de ta question. Du coup, non, mais c'est bien, t'y réponds aussi. Et comment, du coup, t'as eu une sorte de point de bascule où tu t'es dit, ok, bon, bah là, ah oui. Là, je vais changer ma manière de séduire ou de dater, ou de...
Je pense que c'est je pas vais quelque changer chose. ma manière Je pense de- que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. tu Non, vois. bien sûr. Je pense que moi, à l'issue de cette première histoire d'amour, ça a bien D'autres petits schémas. ça a bien fracassé plein de choses à l'intérieur de moi. Et puis après, j'ai mis du temps. Et puis à retomber amoureuse. Et ensuite, j'ai eu une autre histoire, beaucoup plus belle, beaucoup plus saine, qui a duré 8 ans. Mais pour autant, qui s'est inscrite dans d'autres petits chemins un peu plus retors Beaucoup plus subtil. Ouais, beaucoup plus subtils des schémas hommes-femmes. Mais T'en aurais là à nous citer par exemple? donc à nouveau, moi je suis retombée très amoureuse de quelqu'un qui était un petit peu insaisissable, mais même si là c'était différent. Et moi je me suis totalement dévouée corps et âme à l'épanouissement de cette personne-là. Je pense pas qu'on était exactement au même endroit dans ce qu'on voulait se donner l'un et l'autre. Après, lui m'a pas demandé de lui donner autant. Moi, je l'ai fait de mon plein gré. Bien sûr. Et là, j'ai commencé à me dire, à l'issue de cette histoire-là, qui s'est achevée quand j'avais 35 ans, je me suis dit, en fait, c'est aussi la responsabilité, elle ne vient pas que d'en face. C'est-à-dire que c'est à nous de briser certains schémas. C'est à moi de me dire que l'amour, ça passe pas forcément par le fait de se dévouer corps et âme au bien-être ou à la santé mentale ou au quotidien d'un homme. Et petit à petit, les choses ont bougé et moi, j'ai commencé à me dire, moi, c'est quoi mon équilibre ? Est-ce que moi, j'ai envie qu'on s'occupe de moi dans une relation ? J'ai envie qu'on me demande comment s'est passée ma journée, qu'on soit content de ma réussite, qu'on n'ait pas peur de mon ambition. Et par exemple, dans la relation qui a duré 8 ans, c'est quelqu'un qui me respectait et qui n'était absolument pas violent comme j'ai la relation précédente, mais ce qui comptait, c'était sa réussite à lui. Dès lors que moi, j'ai commencé à avoir des velléités de réussite et à l'affirmer, ça a déplacé des choses dans notre relation. Et après, d'ailleurs, ça s'est terminé. Parce que je pense que c'était très bien ce schéma de moi, je fais en sorte que lui brille. Et que le fait qu'il brille me rende heureuse. Tu es la fameuse femme derrière les grands hommes, quoi. Et pour autant, ça veut pas dire que j'étais celle qui faisait les gâteaux à la maison pendant que moi j'ai toujours travaillé. J'étais journaliste déjà à l'époque, où je faisais de la télé ou de la radio, j'ai fait plein de choses. Mais c'était pas le sujet en première ligne, tu vois. Le sujet en première ligne, c'était sa carrière, que ça se passe bien entre nous et que lui, il se sente bien dans ses pompes pour avancer dans sa carrière. Mais ça, c'est pas quelque chose qui m'a imposé, c'est quelque chose que j'ai décidé. Que t'as accepté. Et lui, il était évidemment très bien dans ce schéma-là. Mais je pense même pas qu'il se soit remis en... Enfin, peut-être que là, maintenant, il se remet en question. Je pense pas. Mais c'est la meuf qui est trop optimiste. Là, au moment où je te parle, là, je ne pense pas du tout. Mais peu importe, c'est pas le sujet. Mais c'est toi, c'est en discutant avec des gens autour de toi où tu t'es rendu compte, il y a des trucs quand même dans cette relation qui me conviennent de moins en moins. Ouais. Comment t'as réussi à développer cette conscience du fait que même si tu étais dans une relation saine où le mec te respectait et t'aimait et te voulait du bien, il y avait quand même des actions patriarcales qui étaient installées. Ouais, non, mais après, je pense que petit à petit, parfois des réflexions, l'importance des amis aussi, tu vois, d'être entouré de ses amis, souvent au féminin dans ce genre de choses-là, et on parle de sororité, encore une fois, parfois le terme il est galvaudé, parce qu'utilisé, pas forcément à bon escient, mais s'entraider entre femmes, tes amis filles, moi si j'avais pas mes amis comme mes sœurs, le sang. Par moment, ça te permet de ne pas sombrer, ça te permet d'ouvrir les yeux, ça te permet de mettre ces fameuses lunettes HD dont tu parlais. Ouais. Et puis aussi, heureusement, la société, les féministes engagées, celles qui ont pris la parole. Et puis après, il y a eu MeToo. Et après, il y a eu tout cet éveil-là qui est né où je me suis dit, attends, d'où je viens, comment j'ai grandi, comment je me suis construite sur ma sexualité, sur mes histoires amoureuses, dans mon rapport à mon père, dans mon rapport aux hommes. Mais c'est à moi de faire ce travail aussi. C'est un travail d'équipe. Il faut qu'ils se questionnent, acceptent de déconstruire certaines choses, mais nous aussi. Parce qu'en fait, eux ne pourront rien déconstruire, sinon on continue à être dans ce schéma-là. Franchement, lâcher des privilèges qu'on a depuis des siècles, à leur place, moi je les garde aussi. Mais oui, complètement. Franchement. Et donc là, du coup, tu as réussi un petit peu à voir un peu plus clairement ce que toi, tu pouvais travailler aussi de ton côté. Oui. Je suis encore dans le chantier. Il y a du boulot. C'est un gros chantier. Ouais, j'ai actuellement une grosse combinaison de chantiers. Je suis vraiment dans le gros œuvre. Ouais. Ok.
Oui, parce que comme je disais au début, c'est qu'en fait on parle beaucoup de déconstruction, mais en fait nous-mêmes on n'a pas forcément, c'est pas forcément clair dans notre cerveau ce qu'on veut en fait. Déjà le temps de conscientiser tout ce qu'on avait digéré et puis fait depuis des années. Et donc c'est un chemin. Hein, ça avance toujours et comme tu disais dans un de tes articles, on est des humains aussi, on n'est pas parfait. C'est aussi subjectif ce qu'on attend de l'autre ou pas. Mais là du coup avec les armes que tu as aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, alors qui se développe encore. Est-ce que toi, tu te sentirais, si tu te remets dans des situations du coup de date, par exemple, de nouveaux rendez-vous avec des mecs, est-ce que tu te sentirais de leur dire très rapidement, en fait, où t'en es et ce que tu veux? Ouais. Ça peut être vu comme brusque, il y en a qui peuvent avoir peur, Ouais. et en même temps, il y en a qui le font pour gagner du temps. Toi, tu te Ouais. positionnes comment? Eh bien, en fait, je pense que ça, tu vois, ta question elle est hyper intéressante parce que je pense que j'ai mis du temps à en être là, mais je crois qu'aujourd'hui, je suis incapable de faire autrement. Et alors, peut-être que... Et pourtant, enfin, tu vois, je crois en l'amour, et j'ai même envie... Je pense qu'on a profondément besoin d'amour. Après, l'amour revêt beaucoup de formes, l'amitié, la famille. Il n'y a pas que l'amour amoureux et le couple qui est important. Bien sûr. Mais je trouve que former un couple avec quelqu'un dont on est amoureux et avec qui on s'entend bien, c'est un très bel atout dans la vie. Et ça, aujourd'hui, ça manque à ma vie. Mais j'y travaille. En tout cas, je suis plutôt partante pour cette aventure-là. Là, t'es célibataire, du coup. Je suis célibataire. J'ai eu des histoires qui ont compté. Mais après... je pense qu'à certains moments, j'étais pas prête et j'ai rencontré des gens qui ne l'étaient pas quand moi je l'étais. Bon, voilà, l'histoire de la vie. En tous les cas... Mais maintenant, tu dis... Mais aujourd'hui, je dis peut-être même trop. Mais genre par message déjà sur des applis ou des trucs comme ça? Alors, les applis, j'ai essayé. Je t'avoue que je ne juge absolument pas. Ouais. Et c'est un moyen comme un autre de rencontrer des gens. J'ai essayé, je n'y arrive pas. Ok. Je sais pas si ça a trait à la croyance, si c'est un truc de romantisme, enfin, j'ai besoin de voir les gens, j'ai besoin de sentir les gens. Le côté algorithme, swipe, remplir une liste, en fait, ça vient éteindre un feu chez moi avant même qu'il ne naisse. Ouais. Donc ça marche pas. Ok. Mais bon, voilà, la vie, les rencontres, et ça existe encore aujourd'hui. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui reviennent des applis aussi aujourd'hui. Ça commence tout le monde en a marre. Hein. Ça commence à nous gonfler, tu vois. Le digital régit même notre vie amoureuse et notre vie sexuelle. C'est gravissime. Rencontrons-nous, parlons-nous, trompons-nous, ayons des plans cul bidons ou des rencontres prometteuses qui s'avèrent être déceptives, mais venez, on vit des trucs. Ouais. Et pour ce qui est de dire, ouais, en fait, c'est assez récent que je dise j'ai envie de ça, j'ai pas envie de ça, je suis comme ça. Ou même, quand je sens qu'il y a quelque chose de latent dans une séduction où on déclare pas les choses, de poser la question de on en est où? Et ça peut faire peur. Ouais. En fait, je me sens un peu bulldozer, là. Je sais pas faire comme au début, quand tu démarres un parcours amoureux, la séduction, tu connais pas trop les armes. Les armes de la séduction, telles qu'on me les a enseignées, je les connais bien. Mais aujourd'hui, avec le petit chemin de déconstruction que j'ai accompli et mon parcours amoureux, où là, j'arrive à un moment de ma vie où j'arrive plus à mentir sur mes intentions et ce que j'attends d'une relation, j'y vais un peu trop fort, trop vite, je crois. Mais tu dis je crois parce que tu avais eu des mouvements de recul en face? Parce que, bah ouais, récemment, j'en ai... En même temps, t'es encore célib, donc oui. Mais... Ouais. Non, mais tu vois, c'est vraiment une petite chose. Putain, je sais même pas ça s'il faut le diffuser. On choisira après si tu veux. Non, mais tu vois, pareil. Non, mais ça, si je raconte, c'est horrible parce que c'est mon voisin. Ne dis pas. Ah bah, j'allais dire, ne dis pas qui c'est. Ne dis pas que c'est mon voisin. Non, mais je dis pas. Enfin, non, mais en même temps, l'intérêt de cette histoire, c'est le voisin. Oui. Alors. La meuf, elle a pas de pitié, elle veut savoir. Par exemple, je viens d'emménager dans une ville. Ouais. Dans une ville, oui. Et j'ai mon voisin du dessus que j'ai croisé lorsque j'ai emménagé. Il se trouve que le mec est mignon, sympa, beau gosse, aidant, vient me proposer de l'aide pour ci, pour ça. On noue une petite relation de je te rends service, je vais nourrir ton chat, je t'installe ton lave-vaisselle. Ça ressemble à un scénario de comédie romantique.
de porno, la meuf a l'esprit très mal placé. Mais pourquoi pas? Viens déboucher mes canalisations. Bon, moi j'étais plus sur la comédie romantique, mais ça marche en scénario de non, film. Non, mais on va rester sur le romantique, donc truc parfait. Ça peut partir en film de Zouk si c'est Malou qui a la réalisation. Il y a cette histoire mignonne comme ça, puis on commence à échanger des messages, et puis un peu plus, et puis beaucoup de messages par jour. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, on va où? Ouais. La moi d'il y a quelques années se serait laissé bercer gentiment par cet échange épistolaire. Et c'est l'homme qui va poser le truc ou pas? On se rend service et puis on dit pas vraiment. Et il se trouve qu'au bout de 2 mois, je lui ai dit, bon, écoute, en fait, moi je sais pas où je te situe, dans quelle zone de mon cerveau émotionnel je te situe dans la géographie. Mais en tous les cas, ça me prend pas le chemin de la friend zone. Je sais pas où tu en es, toi. Juste ça. C'est beau dit comme ça, ouais. Et bien là, il m'a dit qu'il m'a fait tout un pamphlet sur son ex, je sais pas, je suis perdue, machin, on en reparle, mais j'ai senti que ça avait mis un coup de froid. Parce qu'en fait, je pense qu'aussi une femme qui pose la question de où on en est, et qui, même si c'est formulé comme ça, dit on en est où, c'est pas toi qui va donner le rythme, mais moi je te demande où on en est, j'ai senti que ça avait un petit peu mis un coup de frein. Qui, donc chez moi, a éteint le feu qui commençait à naître. Je fais beaucoup de métaphores de feu. T'inquiète. Mon Dieu, il n'est pas pompier, je vous le dis. Et donc voilà, fin de cette histoire. Je sais pas si elle a un intérêt, mais j'ai senti que poser des mots et ne pas être celle qui attend qu'on vienne cueillir une petite pâquerette dans un champ. T'as été plus moteur, il ne viendra plus jamais dépanner mon lave-vaisselle à cause de votre podcast. Sachez-le. J'espère qu'il ne le verra pas. Mais c'est pas à cause du podcast. Mais là, vous voyez plus, du coup, ça a tout bloqué. Ça a tout bloqué. Et puis, donc, ça met le doigt sur le fait qu'il ne sait pas ce qu'il veut, donc ça ne m'intéresse pas. D'accord. Voilà. Mais c'est bien, ça te fait gagner du temps, en fait. Donc, c'est pas un échec. Non, c'est pas un échec, c'est une nouvelle manière de faire. Et ça te permet de driver un peu plus rapidement sur ce que tu veux, toi. Ça t'affirme aussi, hein. Ouais, probablement. J'étais toujours célib, c'est cool. Écoute, on est vraiment sur ce boulevard-là. Alors, et aussi, moi, je tiens à dire quelque chose, être célibataire. Il y a certaines choses qui manquent pour moi, par exemple, ça me manque. L'amour, ressentir de l'amour pour quelqu'un. Bien sûr. Avoir une épaule, de la tendresse, une vie sexuelle épanouie. Mais ce n'est pas toujours le cas d'avoir une vie sexuelle épanouie quand on est en couple. Pour avoir été en couple pendant longtemps. Bien sûr. Et parfois, le désir sexuel est bien plus important quand on est en couple que célibataire, même très souvent d'ailleurs. Plus important dans quel sens ? Globalement, quand dans une vie de couple à long terme, c'est pas la folie des rapports sexuels ou du désir tout le temps. Oui. Particulièrement quand ça fait longtemps que ça dure. C'est un autre défi que de faire durer le désir très longtemps dans un couple. Oui, il y a plus de pression dessus, quoi. Au-delà de la pression, quand tu dors tous les soirs avec quelqu'un, tu peux l'aimer à l'infini. Quand tu sais ce qu'il a mangé et que tu connais son pyjama et tous ses pyjamas, t'as un désir qui s'installe ailleurs, qu'il faut travailler différemment. Mais non, j'allais dire aussi que être célibataire, ce n'est pas forcément être en échec dans sa vie. Ça veut simplement dire que tu n'as peut-être pas la chance d'avoir rencontré la personne que tu veux, ou que tu as envie d'être seul, ou que tu es asexuel, ou que tu es très épanoui dans ta vie de célibataire. Ouais, ou que juste tu as envie d'une vraie relation profonde et qui correspond. Et que tu trouves pas cette bonne personne-là. Enfin, des schémas, il y en a pléthore. Mais, et puis, je pense aussi que c'est très important de valoriser l'amitié. L'amitié, c'est quelque chose de précieux dans la vie. On parle sans cesse, t'es célibataire, t'es pas célibataire, mais est-ce qu'on te dit, est-ce que t'as des bons amis, est-ce que t'es bien entouré ? Ça, c'est important dans la vie. Bien sûr. Quand on a des amis fidèles sur qui on peut compter, qui peuvent compter sur nous, on est invincible. Ça, c'est important. Bah oui, non, mais c'est super important. Mais bon, l'amour quand même. On a aussi envie d'amour dans des relations amoureuses. Bien sûr, on a envie de vibrer, on a envie de jouir, dans tous les sens du terme, on a envie... Mais oui, enfin, moi, je sais que je ne suis pas asexuelle, j'ai du désir, j'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être aimée, mais j'ai pas envie de mal aimer, j'ai pas envie d'être mal aimée, donc je préfère être célibataire plutôt que de m'accommoder d'une relation dans laquelle je serais pas pleinement épanouie. Et là, du coup, si jamais tu te retrouves encore face à une relation potentielle, qui peut ressembler à une comédie romantique et tout, selon toi, est-ce que tu te sentirais de rapidement dire au gars, moi j'ai besoin que tu n'aies pas peur de ma carrière, j'ai besoin que tu sois au courant de la notion de charge mentale,
j'ai besoin que si jamais t'as envie d'être papa aussi, je sais pas si toi t'as envie d'être maman, mais... Oui, mais alors moi, c'est encore un autre gros dossier. Si tu veux, on fera un tome 2 du podcast pour cette question-là. Mais là, en fait, j'imagine, en fait, mais tu peux compléter pour moi, des points où tu t'es dit, maintenant, je veux ça, en fait. Est-ce que tu te sentirais très vite de le dire, tu vois? En fait, j'ai pas envie que... pour moi, c'est important de ne pas basculer dans une forme d'autoritarisme du féminisme. C'est pas arriver avec une liste de dire, moi, je veux un mec qui soit comme ci, comme ci, comme ça. Et ça, encore une fois, ça m'appartient. Mais j'ai envie, tu le sens, quelqu'un qui est réceptif, quelqu'un qui a une sensibilité, quelqu'un qui va te respecter, quelqu'un qui va partager les choses. Tu le sens. Et alors, je pense qu'il faut le dire quand justement tu sens que ça s'en éloigne alors que tu crois à cette idée. Mais moi, j'ai pas envie d'arriver comme un bulldozer avec des règles. Parce que justement, c'est pas... l'amour, c'est tellement complexe. Bien sûr. C'est pas tu dois être comme ceci. Mais en tous les cas, très vite, je pense qu'aujourd'hui, j'ai les yeux et le regard qui se portent sur d'autres hommes qui sont plus respectueux, qui sont... Tu sens que ton attirance, elle oui, change. Et puis qui sont aptes à comprendre ces attentes-là sans que ce ne soit un effort. Que naturellement, qui sont à des hommes qui n'aient pas peur de ma réussite, ma personnalité, mon ambition, ma vie, ma liberté. C'est vers ces hommes-là que j'ai envie d'aller aujourd'hui. Donc tu les trouves ? Alors, je ne suis pas là aujourd'hui tombée amoureuse d'un homme comme ça, mais j'en ai rencontré et il y en a beaucoup. Et je suis convaincue, parce que je suis une grande optimiste, que je vais rencontrer un homme comme ça et que je vais réussir à bâtir une relation. Tu sais où est-ce qu'on peut les trouver un petit peu, ce genre de mec ? Alors, vraiment, non. Mais je pense que pareil, tu vois, c'est pas un truc de liste. C'est pas il faut aller à tel endroit, il faut aller sur tel site, telle appli. C'est encore une manière, c'est une grille. C'est comment on voit le monde et comment on est ouvert à certaines choses. Moi, je pense qu'il faut vivre, il faut s'ouvrir, ne pas rester avec les mêmes personnes qui pensent de la même manière, qui mangent les mêmes choses, qui vont dans les mêmes endroits. Changer en fait de cercle aussi social, aller rencontrer. S'ouvrir au monde, mais ça c'est pas seulement pour chercher l'amour, c'est pour vivre et se nourrir de plein de choses dans la vie. C'est à ouvrir des portes et les laisser ouvertes et surtout pas avoir des règles très établies de non, je suis désolée, tu manges du gluten, je suis sans gluten, on va pas avoir de relation. Ouais, puis ça reste du contrôle en fait. Et puis t'es ouais. à la fond, c'est complètement l'opposé de l'amour. Bah ouais, l'amour c'est du lâcher prise. Donc, essayer de se connecter un peu plus, juste savoir un petit peu où on en est. Si on sent qu'il y a des trucs qui nous mettent un petit peu mal à l'aise ou quoi que ce soit. Alors, intérieur, s'écouter en fait. Ça s'écouter et partir, en effet. Ne pas rester dans une relation quand on voit ces fameux red flags dès le début, essayer de se dire, bon là non. Tu vois, je te dis ça, mais je me le dis à moi aussi. Oui, bien sûr. Ah non, mais on discute, de toute façon, évidemment. Donc c'est ça. Et puis... ouvrir un petit peu son horizon et ne pas forcément, enfin ça je le complète avec toi, tu me dis si tu le penses pareil aussi, mais pas forcément se dire bon là c'est pour chercher l'amour, pour trouver l'amour. Non, en fait tu peux t'ouvrir plus toujours en étant consciente de ce que tu ressens, de ce que tu vibres, et de toute façon tu vas sentir quand c'est des trucs plus négatifs que tu as déjà vécu avant, tu vas le sentir. Tu vas l'écouter. Après, il faut faire attention. Lutter contre soi-même et ses schémas, c'est déjà, je pense, la plus grande des batailles. Mais oui, il faut essayer de l'écouter et ne pas perdre de temps, en tout cas, avec les gens qui nous font nous sentir mal ou nous dévalorisent ou nous font, dans une relation pas saine, quoi. Ouais. Et puis l'amour peut arriver après. Du coup, on peut se faire des super amitiés. Tu peux avoir une belle relation qui commence par une amitié. Tu vois que le gars, en fait, tu te mets aussi moins de pression, tu vois. C'est vrai. Tu vois que le gars, il peut être dans la sensibilité, dans l'écoute des émotions. C'est possible. Il a pas peur de ta carrière, il a pas peur de ce que tu dégages, même il peut l'admirer. Et il peut se développer aussi une relation amoureuse derrière, je pense que ça doit être possible, ça. Trop cool. Ouais. J'espère qu'on va le vivre aussi. Je suis dans la même galère que toi. Célibataire. Oui. Non, mais je te le souhaite. Mais tu vois, c'est pas forcément une galère. Non, c'est un moment de ta vie où t'as envie de rencontrer l'amour et t'es pas avec quelqu'un. Alors, je dis pas que le célibat est une galère. Je dis juste que la déception parfois par rapport à ce que j'ai intériorisé, ce que j'ai compris de ce que je voulais, ce que je voulais pas, et la réalité de ce que j'arrive à rencontrer encore aujourd'hui, parfois peut être galère dans ma tête. En fait, peut être une souffrance aussi. De je sais ce que je veux, je commence à comprendre ce que je veux et je le trouve pas encore. C'est plus ça. Après, moi, je te socialement, souhaite d'être heureuse. j'ai pas honte de dire que je suis célib et je me lève pas le matin en me disant putain, la honte, je suis célib. Pas du tout.
Mais c'est plus, tu vois, le petit hiatus, le petit paradoxe. Je suis féministe, j'adore, je suis hétéro aussi, voilà. Et en fait, je sais pas, j'arrive pas à trouver ce petit alignement encore. Ça va venir. Mais tu sais, enfin voilà, quand on est très pressé, tu vois. On est pressé. Ouais, bah non, mais c'est bien d'être pressé parce que faut quand même se dire que c'est pas éternel une vie. La meuf qui. Moi, je te l'ai dit, je mets l'ambiance tout le temps. Bon, bah, sur ces bonnes paroles, on va aller se boire un petit verre. Avec grand plaisir. Stéphanie, bonjour, merci beaucoup. Merci Malou. Merci d'être venue. Et merci sur aussi le pour podcast. cette petite musculation du poignet. Est-ce que ça va au niveau ouais. Moi, j'ai posé un peu mon bras sur ma cuisse, c'est ma petite technique. Petit cardio du poignet, il parfait. faut savoir que le micro, il pèse super lourd. Ouais. Je sais. Il pèse lourd, T'es comme trop nous, forte. on pèse dans le game. Voilà, on pèse dans le game. Allez. Donc, merci beaucoup, hein. C'était vraiment trop bien. Merci Malou. Et je vous remercie tous et toutes d'être encore là sur cette saison 3 de Pédagogie. C'est Malou Monroe. C'est vachement bien pédagogie comme bah oui. C'est super. Et voilà, j'anime le podcast Malou Monroe et c'est conçu, produit par Passage du Désir. On est en France, dans plein de boutiques, partout sur le territoire français. On est sur Internet. On a une page Insta aussi qui est super active sur toutes les questions de relations amoureuses, relations sexuelles, féminisme, déconstruction, tout ça. Si vous avez des idées de nouveaux épisodes, on est à l'écoute. Merci Stéphanie qui fait des petites haltères avec le micro. Il pèse vraiment hyper lourd. Et voilà, et puis très bientôt. Et on vous fait plein de bisous. Et jouissez de l'existence. Et jouissez de la vie. C'est libre ou non. C'est libre ou non. Merci beaucoup. Ciao.